Du coup, on va accueillir la première table ronde. Donc, première table ronde dédiée au CRM. Moi aussi, c'est l'émotion, c'est un peu compliqué. Ouais. T'as besoin de... Donc, première table ronde dédiée au CRM, avec comme intervenant donc Karim de la société Lauralu, Karim Delvigne, donc qui est DG de Lauralu, qui va nous faire un petit retour d'expérience sur son implémentation d'un CRM destiné aux commerciaux que l'on a fait en 2021, fin 2021, et qu'on a poursuivi à l'international sur 2022. Ça, c'est une petite introduction d'une vingtaine de minutes animée par Karim, retour d'expérience sur ce projet-là et puis sur le CRM pour l'industrie. Et ensuite, des intervenants partenaires spécialistes du sujet. Donc Thierry Arène de CRM ERP Catalyst qui va notamment nous parler du choix des CRM et des enjeux du CRM en fonction des plateformes logicielles. Raphaël Gourdon d'UpSpot qui va nous parler de la vision d'UpSpot du marché CRM, et puis Maxime de Aircall qui va également nous parler de comment enrichir un CRM, notamment avec la téléphonie, et comment la téléphonie et la VoIP peut générer de la croissance ou peut avantageusement outiller vos forces de vente commerciales et vos équipes marketing. Donc on va laisser la parole à Karim le temps que tu t'installes, peut-être un petit tour de table. N'hésitez pas messieurs, vous avez des micros. Je ne sais pas si tu veux commencer, Thierry, peut-être à te présenter. Ouais, c'est bon, oui. Oui, effectivement, Thierry. Donc, je représente CRM ERP Catalyst, comme disait Arnaud. On a un seul métier, principalement, c'est de faire de l'aide au choix. On fait de l'aide au choix à travers une panoplie d'outils, de benchmarks qui nous permettent d'aller vite et de choisir parmi les 192 logiciels de CRM, si je ne parle que des CRM. On a 152 ERP par ailleurs. Donc on travaille avec des tableaux référentiels, avec des méthodes, des approches qui nous sont très particulières et assez uniques en France aujourd'hui. Et ce qui nous a permis aujourd'hui, à ce jour, de benchmarker 84 solutions de CRM très précisément sur les 192 existantes, ce qui est assez unique. Bonjour à tous, merci d'être présents en tout cas. Raphaël Gourdon, ça fait 3 ans que je travaille chez HubSpot. Donc on est un acteur du CRM américain. Si vous venez tout à l'heure à la masterclass, vous aurez l'occasion de découvrir ce qu'on propose. Ça fait quelques années maintenant qu'on travaille avec Incresio et c'est un plaisir d'être parmi vous et d'aborder des sujets autour de la donnée, de la croissance des entreprises grâce au CRM et toutes les applications aussi qui vont entourer le CRM. Ah, allô, oui. J'ai pas l'habitude. Bonjour à tous. Merci déjà à Incresio pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de vous voir en physique, de pouvoir vous toucher. Donc moi c'est Maxime. Je travaille au partenariat chez Aircall. Du coup, je lead la partie vente indirecte d'Aircall. Aircall, c'est une petite boîte française de 700 personnes dont la spécialité, c'est la téléphonie dématérialisée intégrée aux outils métiers comme du CRM ou du helpdesk. Voilà, moi aussi, je serais ravi de vous montrer ce qu'on a dans le ventre, en tout cas, tout à l'heure lors de la masterclass. Merci à tous. Forcément, du coup, on règle quelques petits problèmes techniques avant. Du coup, Karim, pendant qu'on s'installe, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Karim Delvigne, je suis donc le directeur général de Lauralu France et Espagne. Donc c'est une société qui a été rachetée par Olivier Haune il y a de ça 7 ans maintenant. Elle faisait 3 millions d'euros. Maintenant sur la France, on va faire une vingtaine de millions et on commence à devenir un groupe à taille européenne. Puisqu'on a des filiales, moi je m'occupe de la filiale espagnole et de la France. Et on a une filiale également en Angleterre. On a racheté une autre société également en Finlande. Et on va signer là un partenariat, puisqu'on a racheté une boîte en Allemagne, qui va nous permettre de nous développer sur une grande partie du continent européen. Donc on est sur une société qui fabrique donc des bâtiments type hangar industriel à structure aluminium.
avec évidemment des clients qui sont des industriels, qui ont besoin de ce type de produit-là pour accroître leur zone de stockage ou faire des ateliers. Donc on a différents types de tailles. C'était aussi un élément qui était important dans la nomenclature par rapport au CRM pour pouvoir identifier justement quel type de structure, avec quelle surface, pour quel commercial, de façon à ce qu'on ait vraiment une visibilité par taille de structure pour aussi pouvoir gérer dans notre forecast de prise de commande, grâce au CRM, qu'est-ce qu'on va avoir besoin en production et comme dimension de bâtiment. On peut passer au prochain. Donc voilà un petit peu les bâtiments, à quoi ça ressemble, avec des portes industrielles, des largeurs, en sachant que la surface moyenne de nos contrats, elle représente à peu près des bâtiments de l'ordre de 600-700 mètres carrés. En sachant aussi qu'on fait de la location et de la vente, donc dans le CRM, il fallait aussi qu'on puisse dissocier la partie locative en termes de chiffre d'affaires, de prise de commande, sur la partie vente pure. On passe au prochain. Donc voilà quelques exemples de réalisation. Voilà, tu peux passer. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, tu reviens juste un moment juste avant. Donc, on a l'activité industrielle et on a aussi l'activité sport, avec des couvertures de terrain de tennis, de padel, de boulodrome, etc. Donc là aussi, dans le CRM, il fallait qu'on puisse dissocier l'activité sport de l'activité industrielle, puisque j'ai 10 commerciaux sur l'industrie et un commercial pour le sport. Donc évidemment, c'était une activité qui était un petit peu à part. Il fallait là aussi dissocier dans le CRM et dans la lecture des chiffres que je vais vous présenter. Donc là, c'est un imprimé-écran, par exemple, de ce que le tableau de bord HubSpot me permet de ressortir comme information, avec le chiffre d'affaires de prise de commande tous les mois, la prise de commande sur la France. On peut évidemment faire la même chose pour l'Espagne, pour l'Angleterre, puisque au tout début, quand ça a été mis en place, je l'ai fait uniquement pour la France, et je voulais essuyer un petit peu les plâtres, si plâtres il y avait, avant de le dupliquer évidemment ailleurs dans les autres pays, pour qu'on puisse leur établir un véritable process dans le fonctionnement et aussi dans le traitement de la donnée, c'est-à-dire l'information que vous allez mettre dans HubSpot, HubSpot ou n'importe quel autre CRM, de façon à ce qu'elle soit un minimum structurée pour que derrière on puisse tous avoir les mêmes rapports. Donc ça voulait dire qu'il y avait certains pays qui devaient se mettre aussi à la page par rapport à ce qu'on avait réussi à avoir comme niveau d'information sur la France. Voilà un exemple. Donc ça, c'est la prise de commande location. Vous voyez qu'on dissocie la location de la vente. On a le chiffre d'affaires mensuel réalisé par commercial. Derrière, sur chaque tableau de bord, si par exemple vous cliquez là, on voit l'exemple de Frédéric Baron qui a un chiffre d'affaires de 3 740 000. On clique dessus et on arrive à voir tous les différents contrats qui ont été pris en commande avec les niveaux de prix, les tailles, et aussi en mettant en pièce jointe le devis associé à cette offre pour que derrière on puisse savoir quel niveau de marge théorique on avait pour qu'après on puisse corréler l'information avec le contrôle de gestion pour voir la marge réelle, à combien elle sort finalement. Le nombre de rendez-vous par ingénieur commercial, parce que un commercial c'est pas compliqué, il doit être sur le terrain, donc évidemment c'est surveiller l'activité au quotidien des commerciaux pour savoir où ils ont été, combien de visites ils ont faites, les contacts par commercial, d'où ils viennent, est-ce que c'est un contact par internet, est-ce que c'est par le téléphone, est-ce que c'est par relation, etc. De façon à pouvoir derrière, lors des réunions avec les commerciaux, pouvoir ne pas être obligé de ressortir un tableau Excel, de faire du traitement de données, etc. C'est directement utiliser les tableaux de bord pour ensuite challenger les équipes commerciales en leur mettant directement le produit, qu'elles s'approprient le produit, qu'elles y voient l'intérêt de l'utiliser, et c'est surtout que ça permet aussi de piloter la performance lors des réunions commerciales. Tu peux passer au prochain. Ouais, alors, pardon, tu avais déjà changé. On vient juste en arrière, s'il te plaît. Là aussi, ce qui est important dans le CRM, c'est de pouvoir se projeter sur le chiffre d'affaires qui va être réalisé à 3 mois.
Donc, pour chaque opportunité qui est créée, on détermine un pourcentage de chance de réussite. Est-ce que c'est du 85%, du 50%, du 30%, pour ensuite réussir à se projeter sur la prise de commande qui va arriver sur les 2 ou 3 prochains mois, parce que derrière, il y a un outil de production aussi à alimenter. Et donc, du coup, il faut qu'on arrive à avoir cette visibilité-là le plus finement possible. Ouais, alors, là aussi, pareil, réussir quand on traite la donnée et qu'on donne la donnée, par exemple, à un Crescio, quand ils font mouliner toute la donnée, la data de l'entreprise, il était vraiment important de pouvoir regarder aussi les demandes entrantes par département en fonction des secteurs des commerciaux, pour se rendre compte si effectivement il y a peut-être une baisse d'activité sur l'Île-de-France par rapport à la province, et donc du coup pouvoir adapter les communications marketing ou mettre des efforts en place, ou alors parce qu'un commercial a des difficultés sur un secteur. Donc est-ce que c'est par rapport au manque de leads, est-ce que c'est par rapport à sa compétence? Bref, on arrive du coup à réussir à creuser tous les éléments, parce que quand vous cliquez sur un dossier, vous avez tout l'historique. Et maintenant, ce que je souhaite aussi, c'est que le service travaux, ainsi que les commerciaux, ainsi que l'ADV, aient un tronc commun, le CRM, pour pouvoir retrouver tout l'historique qu'il va y avoir sur un dossier. Plutôt que de chercher dans la boîte mail le nom du client. Alors, il peut y avoir 20, 30, 40 échanges de mails pour un même dossier, et que ce CRM centralise tout pour que derrière, il y ait une transparence totale et qu'il n'y ait pas de perte d'information. Parce que les communications interservices, vous savez tous ce que c'est jamais toujours hyper opérationnel. Prochain exemple. Donc ça, c'est le forecast que je vous présentais. Forecast aussi sur la location et toutes les différents types de demandes entrantes qu'on a par mois, de façon à pouvoir avoir une visibilité sur le potentiel et sur l'activité. Là aussi, vous avez aussi la possibilité avec le CRM de rentrer directement tous vos objectifs, vos budgets, et voir votre progression de chiffre d'affaires, comment est-ce qu'elle évolue par rapport à cette atteinte ou non de budget. Voilà un autre exemple de... Voilà, vous avez donc, avec un CRM, le plus important, c'est... Nous, au début, quand je suis arrivé, on travaillait encore sur Excel. C'était archaïque pour mener les réunions, etc. C'était pas fiable en plus en termes de données. On s'était posé la question à savoir quel CRM est-ce qu'on va utiliser. Moi, je viens d'Algeco, donc on était sur HubSpot, pas sur HubSpot, sur Salesforce, pardon. On était sur Salesforce, et là, j'ai vu la difficulté qu'il y avait pour le mettre en place, qu'il fallait des personnes dédiées vraiment à 100% de leur temps sur le développement du CRM, etc. Et donc, du coup, je savais que Salesforce n'était pas adapté à mon business model par rapport à une boîte qui faisait 1000 personnes, où là, maintenant, on est 50 juste en France. Donc l'erreur qui avait été faite précédemment, c'était aussi de confondre, par la direction qui était en place avant, de confondre le ERP et le CRM, c'est-à-dire vouloir utiliser un ERP qui était Divalto pour ensuite l'utiliser avec des pseudo-fonctions de CRM. Et donc, du coup, c'était totalement inefficace et c'était une véritable perte de temps. Donc après, on s'était interrogé avec un fournisseur qui était un autre fournisseur que HubSpot, c'était Zoho, mais ça ne correspondait pas. Et puis après, on a été mis en relation par HubSpot avec un Crescio. Ils m'ont présenté leur façon de faire et ça me correspondait tout à fait, puisque l'objectif c'était que ce ne soit pas directement l'entreprise qui fasse toute l'intégration de la donnée, mais qu'elle soit sous-traitée auprès d'un prestataire dont c'est le métier. Et c'est seulement dans cette condition-là où ça fonctionne, parce qu'en Angleterre, ils avaient essayé avec Zoho, et il n'y a pas eu d'intégrateur, et donc du coup l'intégration des données a été pas forcément bien faite, et donc du coup après il y a eu... c'était un échec. Et maintenant, HubSpot est utilisé en Angleterre, en Espagne, en Finlande, et puis prochainement l'Allemagne. Voilà un petit peu l'histoire du CRM chez L'Oréal. Merci Karim. En fait, tu nous as donné
une belle vision de ta vision manager, de ta vision de direction générale de l'utilisation du CRM, mais quand on s'est rencontrés pour la première fois, tu avais une vraie question sur l'enjeu de comment on embarque les commerciaux dans l'aventure. Parce qu'effectivement, un des points d'échec en Angleterre, au-delà de l'intégration, il y avait un vrai aspect d'appropriation. Je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots sur comment tu as réussi à embarquer les commerciaux dans l'aventure. Alors, je vais vous donner un cas. J'avais un commercial, il avait 57 ans, plutôt ancienne école. Il m'a dit, moi le CRM, t'oublies, c'est pas possible. Ok, très bien, c'est ton choix. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le CRM, il a été mis en place pour tout le monde et que c'est le nouvel outil qui va être utilisé pour l'ensemble des salariés et que l'ensemble des salariés vont l'utiliser. Donc, si tu veux continuer à faire partie de l'équipe, tu n'auras pas d'autre choix que de t'y mettre. Chose qu'il a refusé de faire, donc du coup, on s'est séparés et tout s'est bien passé. Il y en a eu d'autres qui croyaient que le CRM, ça allait devenir un outil de flicage. Alors, faut pas le voir comme ça. Moi, je lui vends plutôt dans le sens où c'est plutôt la meilleure assistante commerciale qu'il va pouvoir avoir au monde, parce que la seule boulette qu'il y a, c'est parce qu'il a rentré la donnée incorrectement dans le CRM. Et donc, du coup, réussir à leur faire preuve de pédagogie et aussi de fermeté, parce qu'il ne faut pas non plus leur laisser tout le temps le choix, c'est qu'ils apprennent à l'utiliser, 2, qu'ils y voient des avantages, et c'est à force de l'utiliser qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, ils gagnent énormément de temps dans le traitement de la donnée, dans le fait de retrouver l'information, et aussi au niveau du fonctionnement interne de l'entreprise. À partir du moment où on établit un minimum de process, et bien, ces process, il y a des gens qui y adhèrent et d'autres qui n'y adhèrent pas, mais quand il y a une directive qui est donnée, il n'y a pas d'autre choix que de la suivre et de l'adopter. Maintenant, il y a eu certains commerciaux qui, eux, avaient déjà utilisé le CRM et qui disaient tous « Ah, ça y est, enfin un véritable outil, et on va pouvoir enfin avoir une vraie visibilité sur notre business et réussir à pouvoir mieux cerner notre marché, etc. » Donc ceux qui l'avaient déjà utilisé étaient déjà convaincus. Ceux qui ne l'avaient pas encore utilisé, il y a eu juste 2 cas. C'était un commercial qui avait une trentaine d'années, qui voyait plus ça comme un flicage, et celui de 57 ans avec qui j'ai dû me séparer parce qu'il y avait un refus catégorique de l'utiliser. Merci Karim. Juste un petit mot sur le projet, puisque c'est pas banal. On a commencé de mémoire fin octobre, et je crois, projet qu'on a déployé le 20 décembre, juste la veille des vacances de Noël. Les vacances de Noël, la fermeture annuelle, il fallait que le CRM soit opérationnel à la rentrée de janvier. C'est ça, donc sur une période un peu dense, et avec un élément qui a été une clé de succès pour nous et pour l'Oralu, qui a été l'implication de toute l'équipe commerciale et ADV pendant l'ensemble de la mise en œuvre. L'idée, c'était de construire en avançant, et que le 20 décembre, quand les gens partaient en vacances, ils partaient pas avec l'appréhension de trouver un nouvel outil, mais avec juste la capacité début janvier de prendre en main un outil qu'ils avaient déployé, construit eux-mêmes durant des ateliers. Et il fallait avoir aussi quelqu'un en interne qui soit aussi dédié à ce projet CRM. Moi, j'avais mis ma responsable ADV parce que elle est assez process, elle a de la rigueur, etc. Donc ça permettait aussi de bien connaître tous les différents éléments qui étaient indispensables d'avoir. Moi, j'ai utilisé mon retour aussi d'expérience par rapport à Algeco sur les données qui étaient vraiment intéressantes. Et puis on savait très bien ce qu'il fallait avoir comme information. Mais par contre, il fallait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit en interne, dédié. Donc Cindy, elle a échangé avec Increscio, avec Morgane de votre équipe, etc., de façon à pouvoir s'approprier le CRM pour ensuite gagner en autonomie et puis réussir à créer les rapports quasiment toute seule maintenant, quoi. Exactement. Merci Karim pour ce témoignage. Donc l'Oralu, on a bâti le CRM sur HubSpot, qui était a posteriori le bon choix, puisqu'aujourd'hui déployé dans l'ensemble des filiales, dans quasi l'ensemble des filiales. Par contre, un des messages clés, c'est que oui, il se trouve que HubSpot, c'est le CRM parfait pour l'Oralu. C'est pas toujours le cas. Il existe une multitude de CRM en fonction, et qui sont à choisir, non pas en fonction des fonctionnalités, mais plutôt en fonction des enjeux. Et on a la chance d'avoir Thierry
parmi nous qui est un spécialiste du benchmark de CRM et d'accompagnement dans les phases amont de choix de CRM. Et je vais te laisser la parole, Thierry, pour que tu puisses nous expliquer ta vision de comment on choisit le bon CRM pour la bonne entreprise. Alors effectivement, 650, c'est le nombre de solutions CRM aujourd'hui sur le marché anglo-saxon, américain et anglo-saxon au sens large. Et je disais tout à l'heure, 192, c'est le nombre de ces solutions, enfin des solutions CRM présentes sur le marché français. Donc ça fait pléthore de solutions. On parle régulièrement d'une dizaine de leaders dont vous connaissez tous les noms, je ne vais pas les répéter ici. Il faut savoir qu'il y a donc pas loin de 180 challengers aujourd'hui sur le marché. Et très clairement, nous qui benchmarkons régulièrement l'ensemble de ces solutions, on constate qu'il n'y a pas de mauvaise solution. Il y a juste une solution qui vous correspond mieux qu'une autre, en fonction, comme disait Arnaud, de vos enjeux. Donc tout l'intérêt d'une démarche de choix d'une solution CRM passe par l'identification des enjeux qui sont les vôtres. C'est absolument essentiel. Donc ces enjeux, on va les identifier soit avec des approches de type des ateliers, des interviews, des groupes de travail, etc., avec effectivement, comme vous le disiez, un responsable, un pilote dans l'avion, souvent accompagné d'un copilote si possible. Il ne faut pas que la personne soit absolument toute seule. Il faut qu'il y ait un appui stratégique absolument essentiel de la part de la direction. J'ai vu pas mal de projets sur ces 25-30 dernières années, en CRM en particulier, échouer parce que la direction n'était pas impliquée ni dans l'aide au choix, ni dans le déploiement de la solution. Donc il faut savoir qu'il y a très bons outils, globalement. Il y a 192 bons logiciels sur le marché français. Seulement, ça, c'est, on va dire, 30% de la recette, de la réussite. 70% de la réussite se fera à travers les hommes et les femmes, clairement. Et ça, on le constate constamment, quelle que soit la nature du projet et quelle que soit sa taille. Donc oui, il faut bien préparer en amont l'identification de ces enjeux. Les phases de consultation des éditeurs aussi sont très importantes. Il s'agit d'aller évaluer avec des grilles, des méthodes d'évaluation différentes que vous pouvez mettre en place, justement les réponses des différents candidats, vérifier quel est leur niveau de réponse par rapport à vos différents enjeux. Et à partir de là, quand vous avez effectivement fait rejoindre les enjeux et les solutions qui vous sont proposées, il y a le grand oral, le moment où ils vont venir présenter leur copie. Ils ont remis une copie écrite pour démarrer, on l'a évaluée, ils viennent passer leur grand oral dans la foulée, et là il s'agit aussi de noter ce grand oral, et là il est essentiel de bien s'imprégner justement des équipes, des hommes, de l'écosystème de l'intégrateur ou de l'éditeur que vous allez avoir en face de vous. Ça c'est absolument essentiel. Voilà ce que je peux dire sur les grandes étapes sur l'aide au choix. Merci Thierry. Et effectivement, puisqu'on parlait de l'Oralu, un des enjeux qui nous a poussé avec HubSpot, c'était un enjeu de prise en main rapide par les commerciaux et un outil vraiment destiné plus aux sales qu'au montage administratif des dossiers. Et du coup, cet enjeu sales pour PME avec un déploiement rapide et la capacité à déployer quelque chose de très très rapidement sur étagère sans avoir à faire de l'intégration, parce qu'un des points durs était aussi de ne pas vouloir faire de développement, nous a poussé vers HubSpot. Et du coup, Raphaël, peut-être que tu peux nous donner la vision de HubSpot, du marché CRM, en tout cas de votre positionnement CRM. Merci Arnaud. Effectivement, HubSpot, je ne vais pas présenter en préambule, mais on est une entreprise américaine. Ça fait 5-6 ans maintenant qu'on est sur le marché français. On va avoir une multitude, comme le disait Thierry, d'acteurs sur le marché qui vont avoir différentes stratégies par acquisition, croissance externe, association aussi avec des entreprises, des alliances. Nous, chez HubSpot, on a commencé sur le marketing en 2006, donc avec une application uniquement de marketing. Et la vision de nos cofondateurs, c'était de faire évoluer cette application vers une plateforme connecté, unifié, c'est-à-dire qu'on est l'un des seuls éditeurs aujourd'hui à proposer une seule technologie sur une seule ligne de code, c'est-à-dire que tout l'environnement HubSpot va être dans la même technologie. On ne sort pas d'HubSpot pour utiliser différents modules, comme on peut l'avoir sur certains acteurs. Ce qui va être notre force, c'est l'adoption, l'utilisation et la prise en main rapide, puisqu'on a une ergonomie quand même qui est réputée pour être facile, et également sur la mise en place, un outil peut-être qui va être moins puissant
sur des gros calculs, comme l'un de nos concurrents Salesforce peut être très puissant là-dessus et va accompagner des acteurs de plus importants. Nous, on va être plus facile à maintenir, moins coûteux en maintenance aussi, et ce qui permet à nos clients de démarrer facilement avec notre plateforme. Ça ne veut pas dire qu'on est plus faible en calcul, qu'on ne va pas se connecter avec d'autres outils. On a une marketplace qui permet de s'intégrer à l'univers applicatif, à l'écosystème SI de nos clients, qui permettent d'injecter de la donnée métier de différentes sources de données. Merci Raphaël. Mais en fait, tu notais un truc qui me semblait assez important sur un des choix aussi d'HubSpot dans beaucoup de cas de configuration, c'est le fait que ce soit un système entièrement unifié. HubSpot vient plutôt du monde du marketing à la base et en fait a construit autour de cette plateforme marketing un CRM complet incluant du sales automation, du service automation et une vraie valeur ajoutée comparée, alors tu parlais de Salesforce, mais on peut parler de Zoho, qui sont des solutions complètes aussi, c'est cette totale intégration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs bases à synchroniser, plusieurs fonctionnalités à synchroniser. Je suis CMO, je suis commercial, j'ai accès au même outil avec une même façon d'accéder aux contacts, de les activer et de pouvoir avoir un process continu. Et une des autres grandes forces de HubSpot, c'est aussi sa marketplace et les intégrations de composants externes. Alors, quand on parle de composants externes, on pense souvent à SMS, on pense à des activations sur les réseaux sociaux, mais il y a un outil de base du commercial qui est la téléphonie, qui est souvent oublié. Parce qu'on a tous un portable et on pense que c'est suffisant. Alors il y a Aircall qui est là aujourd'hui, qui est un partenaire qui travaille aussi parfaitement intégré avec HubSpot. Et peut-être que Mandy, tu peux nous expliquer en quoi coupler de la téléphonie, en tout cas une solution de VoIP à un CRM, ça apporte de la valeur complémentaire. Alors, allô. Alors nous, du coup, on suit vraiment tout le constat d'HubSpot. Donc le besoin de captation de la donnée, le besoin de la centraliser, le besoin aussi de la monétiser. Donc la voix est un de ces canaux. Alors chez Aircall, on fait certes la voix, on fait aussi le texte avec les SMS, mais aussi des notes que vous pouvez remonter et qui remontent derrière dans votre CRM. L'idée, c'est pas de perdre une miette, en tout cas de la relation client. Et nous, notre cible, en tout cas, c'est plutôt des commerciaux ou des agents de support qui ont cette relation téléphonique. Alors, qui est une commodité pour tout le monde. Hein. Le téléphone, on l'oublie, on l'a dans la poche. On utilise des fois le perso pour des communications pro, etc. Avec le Covid aussi, l'essor du télétravail et la digitalisation un peu forcée des entreprises, on a eu un vrai élan chez Aircall pour utiliser de la téléphonique et des maths. Donc vraiment, c'est sur l'ordinateur ou sur votre smartphone, on va pouvoir partitionner la partie pro de la partie perso, mais surtout qui apporte de la valeur via un CRM, via un outil de support client, etc. Donc toute cette donnée-là, elle est captée dans l'outil avec lequel on est connecté, parce que tout seul, on n'est pas grand-chose, j'ai envie de dire. Prendre Aircall pour utiliser sa téléphonie simplement, c'est peut-être pas ce que je vous conseillerais le plus, à voir selon vos besoins, mais en tout cas, dès que vous avez un outil de CRM, dès que vous avez un outil de helpdesk, vous voulez enrichir la donnée, vous voulez contextualiser aussi avec de la voix et avec du texte, c'est quelque chose qui marche plutôt bien aujourd'hui, quoi. Merci Maxime. Donc on parlait intégration, on parlait richesse de la marketplace. On parlait positionnement par taille d'entreprise ou par type de projet. Thierry, tu vois d'autres enjeux majeurs comme ça qui pourraient segmenter le marché, des éléments sur lesquels tu te dirais non, ce que j'ai entendu de mes petits copains à côté, faut pas y aller avec eux sur ce segment-là, ou au contraire, c'est un autre critère de choix sur l'enjeu? Alors, clairement, il y a des entreprises qui vont se retrouver face à des problématiques CRM qui leur sont vraiment particulières. Je pense par exemple à l'industrie. Très régulièrement, on va proposer des solutions CRM qui sont très typées industrie. Les généralistes peuvent répondre, les solutions CRM généralistes peuvent répondre dans une certaine mesure, mais quand on a affaire à des industriels un peu avancés, qui ont déjà fait, par exemple, qui ont vécu une première génération de CRM, là on se retrouve sur des solutions beaucoup plus sophistiquées. Si je prends un autre parallèle, les boîtes de services, en revanche, là il y a une vraie petite révolution qui
qui est déjà en train de s'opérer depuis une bonne huitaine d'années, c'est que les boîtes de services sont en train d'abandonner les ERP au profit des CRM. C'est-à-dire qu'on a affaire aujourd'hui aussi à des CRM qui sont capables de se substituer à des ERP qui vont donc jusqu'au cycle de facturation, jusqu'à la gestion des règlements, etc. Et il n'est pas rare aujourd'hui, je veux dire, tous les mois, on gère 1, 2, 3 dossiers de boîtes de services qui basculent d'un ERP vers un système CRM. Donc on voit que les CRM sont devenus très matures aujourd'hui. Certains éditeurs de CRM, ce sera peut-être le cas d'HubSpot un jour, on verra, mais la donne sera différente, viendront peut-être à intégrer des fonctionnalités d'ERP, comme certains sont en train de le préparer. Donc oui, dans les 5 années qui viennent, on va voir apparaître de nouvelles races de CRM. Mais en parallèle, il faut savoir qu'on va voir aussi de nouveaux ERP arriver, avec en particulier les EBC. Hein, donc, on peut faire une conférence entière sur le sujet. Mais voilà, il y a des canaux, je dirais, de développement, de nouvelles technologies. Vous rajoutez là-dedans une dose d'intelligence artificielle, d'IA, et je vous garantis que les outils qui nous sont promis par les éditeurs vont être d'une efficience redoutable dans les 3 à 5 ans qui viennent. Ok, merci. Du coup, ouais, tu remettais le parallèle ERP, enfin CRM comme outil de gestion de pilotage de l'entreprise de manière complète. L'autre segmentation qu'on voit, alors effectivement, avec des éditeurs d'ERP qui ont poussé vers le CRM. Je crois qu'on t'en parlait, Karim, sur votre cas chez Loralu avec un ERP industriel qui était utilisé pour gérer les contacts et les process de vente. Mais il y a une autre segmentation qu'on voit souvent aussi, c'est sales versus marketing. Je ne sais pas si vous avez... Est-ce que cette segmentation d'outils CRM a encore un sens? Quelqu'un a un avis dessus? Je vais peut-être répondre puisqu'on vient du milieu du marketing et après maintenant on a développé une suite CRM complète. On a encore quand même des éditeurs qui sont reconnus sur le marché pour proposer uniquement des modules marketing. HubSpot peut l'être aussi dans certains cas d'usage où on se connecte, on va s'intégrer avec des CRM de clients existants. Donc à mon sens, on peut les différencier aussi de cette façon-là. Et il y a la couche service aussi. On a des acteurs sur la partie service qui sont vraiment positionnés pour gérer ces problématiques comme Zendesk ou Freshdesk sur le marché français. Au niveau marketing, on peut aussi gérer effectivement tout ce qui est campagne d'emailing avec HubSpot. Après, il y a une histoire aussi de voir le CRM, qu'est-ce qui va vous apporter en plus par rapport à un logiciel type Sendinblue ou autre, qui vont aussi permettre d'envoyer un peu plus en masse. Et après, il faut voir le coût de ce que vous faites comme emailing, parce que si vous envoyez 3000 mails, peut-être que HubSpot va être adapté, mais si vous faites un emailing de 40 000, ben là, ça ne va pas du tout être la même histoire. On est d'accord. Je peux peut-être ajouter sur ces questions de marketing. Il existe pléthore de plateformes marketing aujourd'hui, vraiment spécialisées donc sur le mass mailing, sur le SMS. En revanche, les solutions qui, comme HubSpot, sont capables de faire de l'automation. Donc, je distingue bien le marketing de masse du marketing automation. L'automation, comme son nom l'indique, c'est l'automatisation du marketing qui fait qu'on va obtenir des résultats one-to-one, c'est-à-dire qu'on va s'adresser aux clients quasiment de manière privilégiée, presque privée. On est capable d'aller jusque-là dans des scénarios de marketing automation. HubSpot fait partie des leaders aujourd'hui, clairement, au niveau mondial. Bon, il y en a d'autres, hein. Je cite que lui pour l'instant. Mais il faut savoir qu'il y a aussi de plus en plus d'éditeurs de CRM qui intègrent aujourd'hui, et c'est 80% de l'offre française hein, aujourd'hui, les outils de mass mailing. Ça, ils l'ont tous. Alors après, ils l'ont de plus en plus internalisé, donc il n'y a pas besoin de changer de plateforme. Et puis d'autres l'ont connecté effectivement avec des plateformes extérieures dont HubSpot peut faire partie. Mais clairement, on trouve à boire et à manger, et il y a des solutions très nombreuses aujourd'hui pour pouvoir faire un bon marketing, quelle que soit la solution de CRM que l'on va prendre. Si on veut faire de l'automation, la donne est différente. Parce qu'il faut faire attention aussi sur la partie mass mailing. Il y a la partie RGPD qui est vraiment importante. Nous, chez HubSpot, on ne recommande pas d'utiliser HubSpot pour faire du mass mailing. De toute façon, vous allez être bloqué par notre plateforme.
Donc ça, c'est des sujets qu'il faut vraiment anticiper avant de choisir une solution. Comprendre aussi le modèle de pricing des différents éditeurs. On n'est pas du tout pertinent. Si vous avez 10 millions de contacts dans la base, ça ne va pas être HubSpot, qu'il vous faudra peut-être une solution qui va gérer des gros volumes d'emails mensuels. Il faut faire toute cette analyse-là. Et bien entendu, HubSpot peut aussi se connecter à d'autres outils marketing si des clients ont un volume de base très importante et notre modèle de pricing ne peut pas correspondre. Voilà ce que je pouvais rajouter. Alors là, on parlait beaucoup mailing, allez, à la rigueur SMS. Moi, j'ai une vraie question pour Maxime. Je t'avoue que j'ai toujours du mal à imaginer quand on pense téléphonie, et notamment couplage téléphonie CRM, on pense premier lieu service, centre d'appel, on pense commerce sédentaire, plateau de téléphonie. On commence un peu à penser à commercial terrain, mais ça devient un peu compliqué dans des cas d'usage. Est-ce que le marketing peut être outillé par une solution de téléphonie comme Aircall, avec HubSpot ou avec d'autres plateformes CRM d'ailleurs? Alors, c'est pas le premier cas d'usage qu'on a chez nous. On a beaucoup de clients qui utilisent HubSpot, par exemple, pour du marketing. La donnée, justement, va peut-être rentrer par du mailing, par des livres blancs, etc. Va être enrichie derrière suite à un appel. Et cette donnée-là va servir les commerciaux ou va servir peut-être le plateau d'agents de support. Tout ce qui est dit là, je suis 100% d'accord, évidemment. Ce qu'on oublie, c'est que la voix, ça reste quand même, alors moi c'est ce que j'appelle le premier kilomètre et le dernier kilomètre aussi. C'est-à-dire que souvent le premier échange se fait avec la voix. On est encore en France, on aime bien encore ce canal-là. Contrairement à d'autres pays où on peut avoir du 100% WhatsApp par exemple. Et j'ai un pays en particulier que je gère où on a ces cas d'usage assez forts et cette technologie-là hyper présente. Mais on a aussi la voix qui permet de closer, qui permet d'aller justement, de signer des deals. Et nous, on fait principalement de la voix. C'est notre dada. L'idée, c'est que ce qu'on ne fait pas, on s'adosse au meilleur pour pouvoir le faire, comme des CRM, comme un CRM ici présent et d'autres non présents, ou des plateaux ou du helpdesk. En tout cas, n'oubliez pas la voix, en tout cas dans tous ces échanges-là. On est passé dans une phase très Zoom, très digitalisée avec des écrans entre nous. Mais finalement, quand on vous appelle, quand vous appelez du support client, c'est notamment fait par un coup de fil, tout simplement. Tu constates la même chose, Karim, dans tes tableaux de bord, c'est-à-dire des points d'entrée qui sont essentiellement des points vocaux. Oui, on peut même avoir des gens qui vont sur le site internet et puis qui finalement vont appeler directement l'entreprise. Après, sur la voix, au niveau la voix avec le CRM, il y a aussi possibilité pour les commerciaux qui sont sur le terrain de dicter directement au téléphone un commentaire et ce commentaire va venir s'incorporer dans le CRM. Bon, c'est des applications qui sont assez intuitives mais qui ne sont pas systématiques parce que les gens ne pensent pas utiliser, quoi. Comme l'outil de scanner directement une carte de visite et le CRM va reconnaître le nom, le prénom, l'email, le nom de l'entreprise et éventuellement son site, le département dans lequel elle est. Donc ça, c'est tout un ensemble d'applications qui sont liées au CRM mais qui ne sont pas forcément utilisées régulièrement par les utilisateurs. Ils n'ont pas encore ce réflexe. Est-ce que ce que tu dis là, en fait, c'est que le facteur d'adoption par des équipes, notamment commerciales, c'est pas tant l'outil en lui-même ou le process que tu vas mettre derrière, qui est plutôt vécu comme un flicage ou comme le tableau de bord, ça intéresse peu les commerciaux au final. C'est l'utilisation du CRM va être basée sur des quick wins, sur des outils de pure productivité au commercial comme la séquence ou la dictée de compte rendu. Ça va être juste un objectif de gagner du temps et plutôt que quand on est en rendez-vous, on fait un compte rendu de rendez-vous. Quand on est dans sa voiture, plutôt que de le taper sur son téléphone, on va directement le dicter et donc ça va venir s'intégrer automatiquement dans le CRM. Si je peux vous rajouter aussi quelque chose, juste pour vous donner un peu de vision vers là où on veut aller nous aussi chez Aircall.
et pas mal d'autres concurrents aussi. L'idée, c'est, comme tu dis là, hein, pas de forcer l'adoption, mais vraiment de proposer un outil qui permette d'améliorer le commercial ou d'améliorer l'agent du support. Nous, on bosse par exemple sur de la transcription. Du coup, vraiment passer de la voix au texte. Ce texte-là va être analysé en post-call, mais demain en live call. L'idée, c'est de vraiment être du sales coach. C'est-à-dire pendant que j'ai mon échange avec mon prospect, mon client, sur du commercial ou sur du support après-vente, l'idée, c'est que je puisse avoir un script, mais aussi du coaching live sur ce que je peux apporter à cette personne-là. Et voilà, c'est ça aussi la vision demain de faire tout simplement que le commercial puisse mieux bosser, puisse mieux closer, puisse créer une meilleure satisfaction pour son client. Juste Thierry, tu voulais rebondir dessus, mais je sais qu'on a une question aussi dans la salle. Ouais, juste pour Aircall, juste pour bien comprendre le fonctionnement, c'est qu'un commercial qui passe un appel de prospection ou de suivi d'affaires va avoir son appel qui est retranscrit dans le CRM pour pouvoir y revenir par la suite et comprendre et avoir plus d'historique sur l'appel, sur la relation. Ouais, ça c'est le premier niveau. Donc passage de la voix. Alors déjà, passe tout à l'heure à la masterclass, je te montrerai du coup comment ça fonctionne. L'enregistrement vers l'écrit, et derrière une intelligence artificielle qui va passer sur l'écrit, qui va pouvoir te donner. Alors ça c'est vraiment demain, on travaille dessus. Les mots clés, aussi le sentiment donné par la voix, aussi par le texte, et du coup te donner un peu plus de contexte sur l'échange que tu as eu avec lui. Merci. Thierry. Oui, je voulais juste rebondir sur le fameux terme de IA, intelligence artificielle. Pour un certain nombre d'éditeurs, c'est aujourd'hui largement concret, même si ça a été un peu chaotique pour certains. Je pense en particulier à Salesforce, qui a sa technologie qui s'appelle Einstein, qui est sorti il y a 4-5 ans, qui a été retiré du marché pendant 1 an et demi, puis qui est revenu sans bruit, ça s'est pas vu. Mais Einstein, aujourd'hui, typiquement dans le Salesforce, alors ils ne sont pas les seuls, pour les petites entreprises, il y a Simple CRM, qui a aussi un moteur d'IA depuis 2015, qui fait partie des premiers éditeurs à avoir intégré l'IA. Et l'IA au quotidien dans ses solutions, Infor aussi, avec Coleman. L'IA au quotidien, ce sont des outils qui vont être effectivement force de proposition. Ça va, par exemple, le matin, un commercial qui se connecte sur son smartphone ou sur son interface PC va se voir proposer des appels parce que c'est le bon moment, parce que les prix des matières premières a pris 12% de baisse dans la nuit ou je ne sais trop quoi. Il va avoir donc des justifications pour mener donc des actions. À partir de là, il les mène pas, c'est lui qui arbitre, c'est lui qui choisit, mais le système va rebondir dessus, va pouvoir peut-être le relancer au bout d'un certain temps, va peut-être agglomérer cette information avec d'autres et puis la repositionner. Donc ça, c'est vraiment des choses qui fonctionnent au quotidien, alors, sous des solutions dotées de moteurs d'IA et qui sont en train d'arriver aussi dans les ERP. Donc aussi bien les CRM que les ERP sont en train de s'enrichir de ces technologies. Et il est logique que Aircall et HubSpot de la même manière, mais vous avez déjà des petits moteurs d'IA, vous, quelque part, qu'on appelle l'IA faible dans vos processus automation, clairement. Et ça, c'est l'avenir, clairement. Je vais peut-être rebondir sur l'IA, ça me fait penser aussi à la partie d'automatisation. C'est ce qui est important sur la mise en place d'un CRM, c'est quel processus aujourd'hui que vous avez en manuel, quels vont être, comment les automatiser dans une plateforme. Par exemple, c'est la gestion des territoires commerciaux, c'est le rappel de vos équipes commerciales pour relancer certains prospects au bon moment. Ça va être lancer des campagnes de prospection, par exemple. Il y a plein de sujets comme ça que vous allez pouvoir, en phase d'avant-vente, ce qu'on appelle, avant la signature, d'identifier avec un conseil, un éditeur, un prestataire de service, qui vont vous permettre aussi de faire votre analyse du ROI des différentes solutions que vous allez évaluer. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir choisir le bon outil par rapport à vos enjeux et aussi votre capacité de réduire certains coûts, sauvegarder des journées de temps de travail de vos équipes pour amortir l'investissement du CRM. Merci Raphaël.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà pour ça. Moi, j'ai une autre question puisqu'on parlait de segmentation, marketing, sales, service. Tu disais, Raphaël, tu parlais de Freshdesk, de Zendesk. C'est-à-dire, ce que j'entends là, c'est on a tout intérêt à composer un CRM, des CRM spécialistes dans chaque domaine, puisqu'il y a une segmentation, marketing, sales et service. Alors, c'est pas la logique d'HubSpot, bien évidemment. Okay. On va avoir une seule base de données clients, comme vous l'avez compris, avec 3 modules principaux, marketing, vente et service. Après, on va avoir des clients en fonction de leurs besoins. HubSpot ne répond pas à tous les besoins. Mais idéalement, effectivement, c'est d'avoir une vue 360 de son client. C'est comment je vais l'attirer, le prospecter de façon digitale, comment il est arrivé sur mon site internet, comment on va interagir avec ce prospect jusqu'à la conclusion d'une vente. Donc ça, c'est tout le suivi commercial. Et dès lors que mon client a acheté mes produits et services, c'est comment je vais l'accompagner en tant que client pour qu'il devienne promoteur de mon produit, service, lui apporter les bons services, un bon support client et qu'il devienne promoteur de mes produits. Ce qu'on appelle la flywheel d'HubSpot. Et c'est la logique de avoir une vue 360, bien entendu sur certaines fonctionnalités, certains besoins précis. Les clients ne pourront pas avoir tous les modules d'HubSpot pour bien fonctionner. Thierry, un avis sur le sujet, sur la composition justement, puisque j'attendais pas, Raphaël, que tu me dises que oui, c'était une bonne idée de composer. Oui, mais c'est la réalité aujourd'hui. Je veux dire, plus de 90% des dossiers que l'on gère, nous, aujourd'hui, dans l'aide au choix, terminent avec ce qu'on appelle des best of breed. C'est-à-dire qu'on va choisir le meilleur des mondes dans chacun des domaines. Il n'est pas rare d'avoir un client qui va avoir une plateforme HubSpot pour le marketing, un CRM, je vais donner des noms, parce que j'ai des dossiers en tête, HubSpot Marketing, Effici en CRM et Zendesk au niveau du plateau client. Alors, ça fait 3 solutions différentes, 3 databases. En revanche, ils ont choisi de tout ramer dans une seule et unique base, c'est-à-dire qu'il y a un seul des 3 produits qui va piloter la totalité de la data. En l'occurrence, ils ont choisi Effici dans ce cas-là. Donc ça veut dire que Effici est devenu le référentiel CRM des 3 outils, et c'est lui qui va agglomérer, je dirais, toutes les datas et les outils dits d'intelligence, de business intelligence, de BI, de reporting, etc., sont connectés sur Effici et pas sur les 2 autres plateformes. Parce que les 2 autres plateformes viennent alimenter Effici. Donc voilà. Et ça, c'est courant. Maintenant, effectivement, comme ça a été dit, des éditeurs aujourd'hui qui sont capables d'apporter une réponse à l'ensemble des périmètres quand on a affaire à des périmètres sophistiqués. Clairement, on a l'empereur, c'est Salesforce. Et Salesforce, ils le font grâce à leur plateforme, leur marketplace. Voilà, c'est parce qu'il y a plus de 4000 add-ons et que quelle que soit votre demande chez Salesforce, c'est une question de prix, mais vous aurez toujours une réponse avec du Salesforce. Et là, on est effectivement capable de couvrir quasiment tous les domaines avec une solution plus ses partenaires, quelque part, je serais tenté de dire. Et la solution unique qui sait absolument tout faire, à part quelques petites solutions, il en existe certaines, mais qui vont s'adresser vraiment à des petites structures. Après, ça reste encore beaucoup de best-of-breed aujourd'hui. Je vais juste répondre par rapport à ce que tu viens de dire, Thierry, sur la capacité multistack, prendre des best-of-breed. Il faut avoir conscience aussi que sur les intégrations, même si on choisit une base maître, qui va être la base maître pour ensuite créer les flux dans les différentes autres bases, ça coûte de l'argent, ça coûte de la maintenance, et on ne peut pas partager toutes les informations, parce qu'il y a des limitations au niveau des API. Comment les systèmes vont partager les sources externes. Donc ça, il faut en être conscient, et il faut faire les bons choix technologiques pour ensuite avoir une capacité d'évolution dans la croissance d'entreprise aussi. Est-ce que je vais être capable de garder cette même stack, ce qu'on appelle, sur les prochains mois, les prochaines années, évoluer avec cette même plateforme. Ça, il faut en être conscient pour choisir son outil. Voilà. Ça faisait justement partie des critères de choix pour l'Oralu. En fait, l'idée de se dire que on ne veut pas faire. L'Oralu ne veut pas dépendre d'un intégrateur pour aller retoucher du code incessamment ou pour avoir à faire de l'intégration de données complexes.
Par contre, ça veut dire aussi avoir un tout intégré avec le minimum de flux possible. Mais ça veut dire aussi renoncer à quelques points. Je sais pas, Karim, t'as des retours de points de renoncement dessus? Non, j'ai pas de point de renoncement en fait en fonction des besoins des différentes filiales. On a réussi à toujours. Après, il faut dire aussi que c'est un peu la France qui dit aux filiales ce qu'il faut qu'elles mettent. Donc, il faut voir ce point-là. Mais parce que nous, on est dans une culture avec mon président où il faut qu'on ait un maximum de détails, un maximum d'informations. Et ce niveau de détails et d'informations, il n'est pas dans la culture des personnes qui travaillent pour nous dans les autres filiales. On est sur un niveau, vu qu'on a tout le contrôle de gestion, la direction financière, etc., qui est basé au niveau du siège. Il faut que les filiales, elles arrivent après on doit leur expliquer pourquoi cet élément-là est important pour nous. Donc, mais sinon, on n'a pas eu de point de blocage au niveau de l'outil. Et donc, qu'on gère 10 commerciaux ou qu'on en gère 30 ou 40 à l'avenir, je pense que l'outil fera toujours l'affaire. Je pense que la question d'Arnaud était moins sur le blocage, je suis devant le haut-parleur, que de choix, de choses que tu as fait volontairement exclure du CRM. Je pense à ton outil de devisage, l'outil avec lequel tu fais les devis. Beaucoup de clients choisissent de mettre l'outil de devisage dedans parce que c'est un outil commercial. Et toi, dès le début, tu avais un avis très fort de dire cet outil n'ira pas dans le CRM, j'en veux pas, pour tout un tas de raisons que tu nous as expliquées. Oui, parce que les raisons techniques faisaient que ça devenait, sinon ça risquait de devenir une usine à gaz. Nous, notre outil de chiffrage, il va dépendre d'une section de profilé, de poids, tout un ensemble d'éléments entre du spécifique, du standard, etc., qui faisait que développer ça avec le CRM, ça n'avait pas de sens parce que autant l'utiliser directement dans Excel. Et ensuite, on intègre le devis Excel dans le CRM, là oui, mais tout faire depuis le CRM n'avait pas de sens. Là où il y aurait un sens pour nous, c'est directement d'avoir un outil où on a une conceptualisation 3D du bâtiment qui est faite, on arrive à voir directement quelle structure il faut, et ça va chercher dans le RP le prix de revient, et après on calcule notre marge. Donc là, oui, là il y a un intérêt, mais sinon, mais ça coûte assez cher, malheureusement. Merci Karim. Je rebondis, moi j'ai une question, je vais jouer le public. Sur Maxime, tout à l'heure tu parlais de retranscription des appels. Clairement le cas d'usage, alors je sais pas comment tu le voyais, mais la retranscription des appels, ça génère une quantité de texte qui est énorme, qui est difficilement analysable. C'est-à-dire que les cas d'usage que tu as dessus, c'est plus sur de l'analyse de tendance ou d'analyse de comportement suite à un lancement, ou c'est vraiment de la retranscription pure pour le commercial qui va se référer à un compte rendu d'entretien téléphonique basé sur une retranscription? Alors, c'est pas encore live, hein, donc ce sera des questions qu'on se posera. Ce sera quelque chose qu'on pourra activer ou désactiver selon les utilisateurs. Je sais par exemple qu'on a des avocats ou des assureurs qui sont intéressés par ça parce que maintenant c'est devenu réglementaire d'enregistrer les appels pour, je crois, 2 ou 3 ans, de les garder dans un serveur, d'en avoir aussi la transcription, ça peut être intéressant. Donc voilà, typiquement là je te donne un cas d'usage, c'est même un client qui nous l'a remonté, tu vois, et sur lequel du coup on va essayer d'aller chercher de la verticale auprès de clients existants. La donnée, HubSpot en génère énormément. On en génère à l'intérieur. Je pense qu'il y a quelques limitations, mais l'idée c'est que c'est justement de remonter encore ces limitations pour en gérer encore plus. C'est vrai que la limitation de la data, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Nous, on en génère beaucoup. Après, vu qu'on est intégré dans un CRM, c'est plus au CRM de le gérer. Et à date, je crois qu'on n'a jamais eu de problème, en tout cas, là-dessus. Je ne pensais pas en termes de limitation technique. Clairement, mon terme était en limitation d'usage. C'est-à-dire que tu passes demi-heure de temps au téléphone avec un client, tu as demi-heure de retranscription. Qu'est-ce que tu en fais après? Parce que c'est inaccessible, inutilisable pour la majorité des commerciaux. Ouais, c'est pour ça que l'idée, c'est d'avoir une intelligence artificielle qui puisse lire entre les lignes, recontextualiser, pouvoir résumer les choses avec des mots-clés.
pouvoir, à partir de ces mots-clés aussi, déclencher des workflows automatiques. Je dis une bêtise, un truc pour moi par exemple, on a parlé du partenariat lors d'une conversation, ça peut m'envoyer directement un petit Slack en me disant que potentiellement ce prospect ou ce client existant serait intéressé par du partenariat. Voilà comment on imagine les choses. Donc l'idée, c'est pas de passer du temps à lire, en plus de passer du temps à passer l'appel, mais d'automatiser les choses via des mots-clés, via une lecture qui soit automatisée. Je voudrais juste compléter, effectivement, c'est aussi une réalité aujourd'hui. Pas en France, mais aux États-Unis. Google, Amazon, IBM, je cite que ces trois-là, il y en a plein d'autres, proposent aujourd'hui des interfaces IA qui viennent analyser les datas d'une entreprise, quelle qu'elle soit, et qui leur permet effectivement de créer des sortes de flux automation, on ne parle pas de marketing, mais de flux automatisés, de systèmes de notification et autres. C'est une réalité, ça fonctionne, c'est encore un peu complexe à mettre en œuvre, voire un peu onéreux, mais ça va se démocratiser. Donc vous allez être amené inévitablement soit à intégrer votre propre moteur d'IA, vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi tout à fait imaginer ce que vont faire beaucoup d'éditeurs, c'est-à-dire s'associer à des plateformes IA externalisées. Et les noms que je viens de citer, que ce soit IBM, Google, AWS et autres, sont aujourd'hui capables de mettre en œuvre mais une force de frappe d'analyse de data qui est absolument colossale. Vous imaginez les data centers qu'ils ont à disposition. Donc c'est une réalité chez les anglo-saxons, ça va arriver dans les 3 à 5 ans ici en France, quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une petite question sur l'adoption par les commerciaux, sur les CRM et sur la qualité des données générées, qui est quand même un sujet, à mon sens, assez primordial pour avoir un bon pilotage. Donc, partant d'Excel, si j'ai bien compris dans le retour de l'expérience, et en passant sur HubSpot, comment vous avez géré cette partie-là pour vous assurer finalement que l'ensemble des équipes génèrent de la bonne donnée ou de la bonne qualité de données? Vous avez entièrement raison. Ouais. Et du coup, je rebondis un peu sur... Je continue la question avec la partie pilotage. J'ai compris que les tableaux de bord étaient plutôt montants, ascendants. Est-ce qu'il y a des tableaux de bord à destination des commerciaux? Et voilà, comment ce sujet-là, qualité de données, tableau de bord, pilotage, se gère à l'échelle du commercial pour avoir une bonne vision au niveau de l'entreprise? Alors, la qualité des données, vous avez entièrement raison. Le CRM va retranscrire la donnée qui est renseignée dedans. Si le CRM n'est pas mis à jour, si les données ne sont pas rentrées correctement, le CRM, effectivement, il ne sert à rien. Nous, quand on a mis en place le CRM, on a mis aussi en place tout un ensemble de process en interne sur comment est-ce que je traite une commande, qu'est-ce que je dois avoir dedans. Et tout ça, c'est imbriqué dans une processisation globale de l'entreprise. C'est pas uniquement le CRM et puis on travaille comme avant. On avait par exemple, je vais donner un cas, on avait des dégradations de marge entre la marge théorique et la marge réelle pour savoir d'où est-ce qu'elle venait par rapport à un manque de process. Est-ce que le commercial est bien passé par le bureau d'études parce qu'il est sur du spécifique? Est-ce que le commercial n'a pas cru que c'était du standard, donc du coup il a oublié de chiffrer des choses? Bref, il y a des choses qui sont complètement différentes, mais imbriquées avec le CRM et sur la rigueur qu'il va falloir que les commerciaux aient de rentrer la donnée, de l'utiliser et de n'utiliser que celle-ci. Après, sur le fonctionnement au quotidien, ça se fait par de l'animation. Il faut impérativement regarder, voilà, vous profitez du lundi matin, réunion avec les commerciaux, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Tiens, bah toi c'est bizarre, tu n'as pas fait de visite. Ah bah non, si j'en ai fait. Bah non. Le CRM, il dit que tu n'en as pas fait. Donc du coup, là, sur tous les leads qui sont entrants aussi, c'est pareil. Les leads qui sont entrants, moi, combien de fois je dis à un commercial, un lead chez nous, ça coûte de l'argent, parce qu'on fait des campagnes emailing, etc. Moi, j'ai 100 € par lead qui dorment, parce que là, tu as 15 leads qui ne sont pas traités. Bah, si, j'essaie de traiter, mais en fait, ils sont toujours à traiter. C'est parce qu'il n'a pas été dans HubSpot et le lead, il n'a pas décoché le niveau auquel il devrait être. Est-ce qu'il est qualifié chaud, qualifié froid, etc. Ensuite, votre deuxième question, c'était par rapport au tableau de bord. Tableau de bord. Ah, les tableaux de bord pour les commerciaux. Les tableaux de bord pour les commerciaux, ils sont montrés en commun lors des réunions. Le commercial, lui, ne va voir que son tableau de bord à lui. Il ne va pas avoir forcément accès au tableau de bord des autres commerciaux. C'était juste pour un souci de confidentialité, puisqu'on a quand même pas mal de turnover dans cette population-là.
Et l'objectif, c'est qu'il ne parte pas avec les données de l'entreprise. Donc il n'a accès qu'à son portefeuille, il n'a pas accès au portefeuille des autres. Alors on parlait data et IA, donc les intervenants de la table ronde d'après se manifestent, Anthony. Non, alors juste complément de la question de Simon. Ma question que j'avais avant que vous veniez d'amener cette réponse-là, c'était de se dire est-ce que le CRM était vraiment devenu la base de vérité finalement pour les commerciaux? Je comprends que finalement, oui, pour vous, vous avez ritualisé au travers du lundi matin un peu l'analyse des chiffres, mais bon, il y a toujours des gens qui ne mettent pas à jour les bases, etc. Mais est-ce que vous avez prévu finalement d'intéresser les commerciaux à la bonne saisie de la qualité dans le CRM? Alors, il n'y a pas que les commerciaux qui doivent être challengés là-dessus. Il y a aussi toute l'administration des ventes, si vous en avez, où elle est aussi un petit peu garante de ce fonctionnement commercial. Parce que moi, j'ai 11 commerciaux qui sont répartis aux 4 coins de la France, qui travaillent en home office. Et c'est la seule façon d'avoir un lien direct avec leur quotidien. Donc les commerciaux le comprennent et ils ont compris que pour nous, le traitement de la donnée et la fluidification aussi pour eux de leur travail, c'est-à-dire que plus la donnée va être cohérente, va être juste, ils vont mettre en pièces jointes tout un ensemble de devis, etc. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de process aussi interne à l'entreprise. Il n'y a pas que le CRM qui va processiser, il va y contribuer, mais il ne va pas tout faire. Si vous avez des lacunes dans l'entreprise, forcément le CRM il va vous servir à rien parce que la donnée elle sera pas fiable. Et ça se manage et les commerciaux ont compris que à partir du moment où le dossier il est à jour, il faut qu'ils se rendent compte que celui qui va être malade, son collègue va pouvoir reprendre tout l'historique d'un dossier et donc du coup il va être opérationnel comme si c'était le sien. Alors pour le commercial, je l'entends, mais pour tous les métiers qui finalement de back office qui n'ont pas un intérêt financier finalement à bien saisir cette donnée, parce que le commercial, je comprends qu'il lui va gagner du temps. Donc moi, j'ai que 2 populations en fait qui traitent qui touchent au CRM, c'est l'ADV et le commercial. Parce que le CRM, pour moi, ce n'était que de la découverte du projet jusqu'à la signature. Une fois que c'était signé, que l'offre était transformée en gagnée, c'était l'ERP qui prenait le relais. Ok, donc d'accord, c'est clair, merci. Et juste, Anthony, un retour d'expérience aussi qu'on a constaté chez Oloralu, mais chez la majorité de nos clients qui ont eu des adoptions de CRM réussies, c'est pas tant le process ou le tableau de bord ou l'objectivation financière, alors bien sûr l'objectivation financière en fait partie, mais les quick wins, les éléments d'aide au quotidien pour le commercial, en tout cas pour cette population cible. L'ADV, c'est un peu différent. Mais sur la population commerciale, c'est les outils de retranscription, on disait de dictée de réunion, des outils de rappel, des outils de séquence, tous les outils qui permettent de gagner un peu de temps dans ta journée. Et c'est plutôt, les facteurs d'adoption, ils sont plus là-dessus que sur in fine, l'objectivation financière, puisque souvent c'est perçu plutôt comme un outil de flicage de gestion du pipe et du forecast, et souvent on se rend compte du coup de pratiques déviantes. On a beau avoir les meilleurs process, quand c'est uniquement un outil d'objectivation, je suis commercial, je garde sous le coup de mon pipe et je dépile au fur et à mesure de l'atteinte de mes objectifs pour closer mes trimestres. C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure du commercial qui avait 57 ans que j'ai dû mettre à la porte parce que il jouait pas le jeu, et donc du coup si je tolère qu'il y en ait un qui joue pas le jeu, pourquoi les autres vont continuer à jouer le jeu en fait? Moi, je vais juste donner une petite anecdote personnelle. Avant de bosser chez Aircall, j'utilisais pas du tout de CRM. Alors, flicage, c'est un truc qu'on entend depuis pas mal de temps, mais je crois que c'est quand même de moins en moins vrai, franchement. Alors, aussi parce qu'on bosse dans une start-up où la moyenne d'âge, c'est peut-être un peu plus basse que la mienne. Mais en tout cas, moi, j'utilise vraiment le CRM personnellement pour challenger mon manager sur les objectifs, pour être sûr que j'ai bien ma prime à la fin du mois parce que tout est bien renseigné. Enfin, c'est un vrai levier aussi pour le commercial, en tout cas pour le salarié, pour challenger aussi son boss. Et moi, j'utilise aussi comme ça. Voilà. Je confirme. Moi, c'est les commerciaux qui me disent « Tiens, t'as vu, j'ai atteint mon objectif, la prime, elle se déclenche. » Bon, après, il y a aussi nous, on a le souhait aussi à ce que le CRM il soit utilisé par les chargés d'affaires techniques ou ce qu'on appelle dans d'autres entreprises les conducteurs de travaux, de façon à ce que justement il y ait tout ce lien qui puisse être fait entre l'ADV, le commerce et le technique. Mais la problématique, c'est qu'il va falloir que j'arrive à
inculquer à une population qui n'est pas du tout habituée à utiliser un CRM, des conducteurs de travaux, en sachant qu'ils sont quasiment tout le temps en déplacement, donc ça veut dire qu'ils vont beaucoup devoir utiliser leur téléphone, et que c'est une population qui a une moyenne d'âge entre 50 et 55 ans. Donc là, je me dis que le challenge va être assez coton. Juste pour rebondir sur le traitement de la donnée, la saisie, etc., c'est vrai que dans la plateforme Spot, on essaie aussi de faciliter la saisie de la donnée en injectant automatiquement des informations. Aussi, ce qui va être important, ça va être de mettre en place des règles en interne pour obliger les utilisateurs à saisir certaines données. Par exemple, quand vous identifiez une nouvelle affaire, c'est quel champ je vais remplir pour créer une nouvelle opportunité, etc. Donc ça va être important pour derrière utiliser les bons reportings, avoir le même niveau d'information sur l'ensemble de la population commerciale. Et si on va aller plus loin, on peut utiliser des outils pour faire du formatage de données, pour qu'on avoir une hygiène de l'information et une harmonisation de la donnée qui est commune à tout le monde. Thierry, je crois que tu voulais réagir. Non, simplement compléter le propos en disant qu'il y a pas mal de CRM qui vont permettre, par exemple, de créer des indicateurs de fiabilité de l'information. C'est-à-dire que je suis utilisateur de mon CRM, j'accède à mon interface et j'ai immédiatement des indicateurs sur le nombre de fiches qui ne disposent pas d'adresse email, le nombre d'adresses qui n'ont pas le code postal, etc. Donc je peux avoir des indicateurs qui me sont proposés comme ça. Et puis quand je rentre dans une fiche contact, par exemple, ou une fiche société, je vais avoir un indice de taux de fiabilité de l'information ou du taux de remplissage de cette fiche. Donc ce sont des indicateurs, ça peut devenir des listes automatiques que l'utilisateur va recevoir par exemple toutes les semaines, quand il y a justification. Si pendant 4 semaines il ne reçoit rien, c'est que tout va bien de son côté. Mais voilà, il y a pas mal d'outils qui proposent des outils comme ça, curatifs, préventifs, sur la qualité de la data. Juste un petit élément par rapport à ce que vous venez de dire, il y a aussi le fait de rendre obligatoire dans le CRM certains champs à remplir. Et si le champ n'est pas rempli, il peut pas passer à la prochaine étape. Donc du coup, ça... Mais il faut les limiter, on est bien d'accord. Donc c'est pour ça que nous, quand on a des demandes sur le site internet, l'objectif c'est que les champs ils puissent être ensuite directement transcrits dans HubSpot pour qu'il n'y ait pas une double ou une triple saisie à faire et gagner du temps, quoi. Julie ? Oui, et alors justement, par rapport à cette obsolescence de données ou des fois manque d'informations que vous pouvez retrouver dans vos fiches entreprises, qu'est-ce que vous avez mis en place justement comme process pour justement faire en sorte que la donnée elle soit fiable, exhaustive et à la fois fiable ? Déjà, quand vous avez un pipeline d'affaires en cours chez un commercial, à partir du moment où l'affaire a plus de 12 mois, on peut déjà se poser la question sur la qualité de ce devis qui est en cours. Est-ce qu'au bout de 12 mois, le client est toujours en train de se poser la question s'il va acheter ou s'il va louer ? Ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport au pipeline, donc je parlais d'ancienneté, donc on peut très bien traiter les dossiers par ancienneté du commercial pour savoir si le dossier il date de 3 mois ou s'il date de 18 mois. On a aussi, grâce au CRM, une donnée, une data de l'entreprise avec certains champs qui sont obligatoires, et tant que ce champ, tous les champs ne sont pas remplis, on ne peut pas l'exploiter, parce qu'on n'a pas forcément la bonne adresse mail ou ce genre de choses. Et après, on utilise aussi une autre base de données qui, elle, est externe, qui s'appelle Mixdata, qui permet de pouvoir justement télécharger des contacts, et ces contacts ils sont actualisés avec leur adresse mail, parce qu'il y a un lien avec le compte LinkedIn. Donc du coup, on est sûr de pouvoir contacter la bonne personne. Maintenant, après, sur de la donnée, avec les turnovers qu'il y a dans les entreprises, on sait qu'un contact qui a une ancienneté de 4-5 ans, on peut se poser la question effectivement s'il est toujours d'actualité ou pas. Peut-être aussi dire qu'il existe, je crois qu'il y en a même dans la salle ici, des sociétés qui apportent des solutions qui viennent qualifier la data, la nettoyer, l'enrichir, plus ou moins en temps réel. Ça peut se faire en batch, en processus programmé ou alors en temps réel. Donc ça a un certain coût.
mais clairement, ça permet d'avoir une data constamment à jour. C'est-à-dire quelqu'un qui a quitté son poste, qui devient ex-directeur commercial de la boîte, qui a changé de société, ce type d'outil va être capable de garder sa trace peut-être dans la fiche d'origine en mettant ex-directeur commercial et puis l'affecter au même titre donc, en tant que nouveau directeur commercial d'une nouvelle entreprise. Mais tout peut être fait en termes d'enrichissement de la data. Maintenant, ce n'est pas à la portée de tout le monde aujourd'hui, très clairement. Ce sont des entreprises qui ont quelques moyens qui peuvent se payer ce type de solution. Pour vous donner un ordre d'idée, on est sur à peu près, avec cette intégration de données externes qui ne sont pas connues par l'entreprise dans la data interne, on va quasiment être à 1 € le contact. Téléchargé, mais après vous êtes propriétaire de cette donnée. Donc après, soit vous êtes propriétaire, soit c'est une base de données que vous louez, et ça, il y a plein d'entreprises sur le marché qui le font. Et justement, par rapport à cet élément, alors on est dans un contexte très B2B, donc avec une maîtrise de la qualité, c'est peut-être pas, mais en tout cas avec un champ des possibles de la dénaturation de la qualité des données qui est plus limité. Est-ce que sur de l'aspect purement B2C, puisqu'on Karim, peut-être moins de retour sur le sujet, mais est-ce que vous voyez des éléments différenciateurs de solutions de CRM B2B versus B2C sur la qualité de données ou sur d'autres sujets, des enjeux ou critères de choix? Alors, effectivement, des solutions de CRM B2C, typées B2C, il n'y en a pas tant que ça. Par défaut, il y a pléthore de solutions B2B, quelques-unes pure B2C. Après, ils viennent se hasarder de plus en plus dans le B2B2C. Mais le B2C, comme tu le dis, c'est un métier très particulier sur lequel on va gérer un volume de data important. Moi, j'ai eu des clients B2C, 5 millions de contacts sur 17 databases. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, 17 databases sur 5 segments de clientèle, 5 millions de contacts. On a fait un chantier de 6 mois de qualification de la donnée pour l'intégrer dans un système de CRM unique et pour avoir une plateforme de marketing digne de ce nom derrière. Donc, les outils, clairement, quand il s'agissait de choisir les logiciels, on avait retenu 4 solutions potentielles capables de répondre sur les problématiques B2C. Donc, c'est vraiment un métier très, très particulier, en tout cas pour ceux qui font du B2C, on va dire haut de gamme, quoi, de manière très, très sophistiquée. Après, des petites entreprises qui travaillent typiquement dans le e-commerce, où on est sur un public souvent B2C et pas que B2B, avoir des CRM qui vont venir s'adosser derrière une plateforme marketing, d'emailing ou autre chose, ou d'automation, là, il y a pléthore de solutions qui sont relativement capables de répondre, y compris des petites solutions, savoir parfois même totalement inconnues, et qui sont particulièrement pertinentes. Je pense par exemple à des solutions qui sont capables de se connecter avec des plateformes de type PrestaShop, Magento, WooCommerce, ce que vous voulez en termes de plateformes, avec des connecteurs déjà préétablis et qui vont vous permettre, ex nihilo, vous installez la licence logicielle, vous l'activez, ça récupère tout votre PrestaShop et puis dans la minute qui suit, vous faites tout le marketing automation que vous voulez, quoi. Et ça a remonté tous les articles achetés par tous les clients, horodatés, avec les tarifs, les remises qu'ils avaient, etc. Et en quelques minutes, tout est aspiré dans le CRM, et le CRM, vous pouvez l'utiliser pour marketer 1 heure après, quoi. Donc, il existe des solutions dédiées. Oui. On dirait que tu tends la perche à Raphaël. Si je peux compléter, c'est vrai qu'UpSpot, nous, on a 80% de nos clients qui sont dans le B2B. On adresse des problématiques plutôt e-commerce, B2B2C aussi également. Effectivement, on va être sur des modèles de cycle de vente transactionnel sur l'e-commerce B2C. Donc on va utiliser en fait des choses ou mettre en place des process beaucoup plus directs, on va dire. Par exemple, des relances sur des paniers abandonnés, la personnalisation de contenu sur des sites internet pour refaire acheter des clients, par exemple. On ne va pas forcément utiliser toute la plateforme HubSpot, principalement la plateforme marketing, et ensuite on équipe le SAV client pour gérer les défauts de livraison, renvoyer des produits, etc., ou rembourser des clients, malheureusement. Donc c'est plus la partie service et marketing qu'on va utiliser dans un univers B2C. Également aussi, on peut avoir 2 modèles où là, des entreprises se développent aussi sur la partie B2B. Donc là, HubSpot peut faire sens dans l'ensemble de la chaîne de valeur.
Une réaction supplémentaire? Non, Maxime, pas de... Des questions dans la salle? On arrive à la fin de la table ronde, donc n'hésitez pas, même si la pause café sera l'occasion d'échanger sur le sujet. Donc juste un petit tour de table de conclusion. La table ronde va s'appeler du choix à l'adoption. Vous pouvez conclure à tour de rôle sur cette thématique. Ah, tiens. Moi, je me suis toujours dit, finalement, le CRM, pour le vendre en interne aux commerciaux, je me suis toujours dit que c'était la meilleure assistante commerciale qu'ils pouvaient avoir. Donc maintenant, c'était à eux de rentrer cette donnée pour qu'elle soit la plus fiable possible et puis qu'on soit le plus opérationnel et qu'on gagne tous du temps. Donc l'objectif, c'était vraiment de fluidifier et c'est ce qui fait que du coup, ça a été un succès sur l'intégration du CRM. Puisque là, cette année, enfin, entre le début du CRM et maintenant, on fait une progression de quasiment de 45% et on est passé de 6 commerciaux à 10. Donc du coup, ça continue. Alors, conclusion. Non, juste peut-être... prêcher peut-être un peu pour la paroisse de la voix, en tout cas. Voilà, n'oubliez pas que la voix est un des canaux les plus utilisés aujourd'hui. On l'oublie parce que c'est vraiment une commodité et qu'on le fait tous les jours sans même y penser. Mais en tout cas, ça reste une importante connexion, en tout cas en première touche et en dernière aussi. Donc, voilà. Je suis complètement d'accord avec le fait que en plus de l'assistant ou de l'assistante que pourrait être le CRM, la téléphonie s'intègre parfaitement dans le même élément. Voilà, merci. Moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'environ 57% des projets CRM échouent par un manque d'adoption. Donc la facilité d'utilisation, c'est vraiment important. L'implication de la direction aussi. Il ne faut pas qu'elle arrive juste pour essayer de négocier un contrat et ne pas voir la valeur de l'outil par rapport à ses équipes opérationnelles et juste voir un montant en bas à droite d'un devis. Prenez le temps de choisir l'outil, prenez le temps aussi d'être bien accompagné sur la phase de mise en place pour ensuite réussir le projet et avoir l'adhésion de tout le monde. Voilà. Oui, puis je compléterai en disant donc qu'il y a un CRM qui vous correspond quelque part sur le marché. Donc il s'agit effectivement d'aller faire le bon travail, la bonne démarche pour aller l'identifier. Mais clairement, il y a de très très bonnes solutions aujourd'hui sur le marché. Donc vous trouverez votre bonheur. Je voulais quand même rajouter quelque chose. Surtout, n'en faites pas une usine à gaz. Vraiment. C'est-à-dire que votre outil doit être utilisé par l'opérationnel. Et en gros, cet outil doit être fait pour l'opérationnel, pas pour la direction. Pas pour le plaisir du marketing, pas pour le service informatique ou les desiderata particuliers. Il faut que vous arriviez en tout cas dans votre entreprise à avoir une adhésion commune de l'ensemble des services. Merci Karim pour le mot de la fin. Merci à tous les quatre pour votre présence et votre intervention. Et puis